Oui, merci Madame la directrice générale de France Agrimaire. Voilà donc, Mesdames, Messieurs, donc je ne vais pas remercier individuellement parce que j'oublierai beaucoup trop de monde, hein, mais je vais quand même donc remercier Thomas en introduction parce que comme le disait Christine Avelin, la CTI, un an d'existence, presque jour pour jour, presque jour pour jour, un an d'existence, donc à construire une nouvelle organisation. Et cette nouvelle organisation souhaitait marquer un premier pas dans faire un rapport d'étape pour présenter à la profession au sens large ce qu'était cette nouvelle représentation et cette nouvelle organisation de la génétique. Alors cette CTI, il risque d'y avoir quelques redites dans les différents exposés, mais je crois que la redite, c'est pas très grave. Quand j'étais à l'école, il fallait me le répéter souvent avant que je sois capable d'avoir la moyenne, donc peut-être que c'est répercute aussi sur. Voilà. Donc, cette CTI est née. Alors, la réflexion de la mise en place d'une CTI, ça remonte à quelques années, on pourrait même dire une dizaine d'années. C'est né d'une volonté de la profession et de l'État, je le dis volontairement des pouvoirs publics dans ce sens-là. C'est que nous étions organisés en CNAG, la Commission nationale d'amélioration génétique. Et cette CNAG était composée essentiellement de représentants de la génétique, donc des organismes de sélection, des entreprises de sélection et des instituts, Institut INRA et IDEL et IFIP, oui, le monde du poisson et de l'aviculture. Et, voilà. Et donc on était à quelque part, j'aime assez ce terme, très consanguin. C'est-à-dire que c'était les gens de la génétique qui parlaient de génétique. Et progressivement, on a réfléchi à tout ça et on s'est dit, c'est bien de réfléchir sur la filière génétique, mais quand même, globalement, nous ne faisons pas qu'un produit génétique. Ce produit génétique a une finalité. Et la finalité de ce produit génétique, bien sûr, on peut dire, c'est les filières avec les modèles économiques, les produits, mais c'est aussi les territoires, c'est aussi la biodiversité, etc. Et donc, c'est mis en place au sein de France Agrimaire cette commission transversale, thématique, interfilière des ressources zoogénétiques, et comme le disait Madame la directrice, qui est composée de représentants des pouvoirs publics, de représentants de la profession, et recherche-développement, plus des consultants issus des différentes filières produits. Donc on trouve lequel, on trouve Interbev, on trouve etc. Et les filières, là je suis un peu moins. Moi je suis issu du monde de la génétique ruminant. Donc la vice-présidence est donc confiée à quelqu'un, Louis. Les ruminants, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi parler des autres espèces. Et je m'en excuse auprès des autres espèces aussi, c'est que en ce moment, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à bouffer le temps par la mise en place du règlement zootechnique européen. Et là, c'est plus horizontal, la discussion sur les nouvelles programmations financières, sur les CASDAR, les PNDR, etc. Donc ça veut dire que la mise en place du règlement zootechnique occupe beaucoup, et l'adaptation au règlement français, au code rural, etc., occupe effectivement beaucoup de temps, beaucoup de préoccupations. Mais pour ce qui est des accompagnements financiers de l'État, ben là, ça occupe toutes les espèces, puisque le CASDAR, ça ne concerne pas que les ruminants. Sachant, et je le dis devant les pouvoirs publics, que notre objet n'est pas que de discuter d'argent. Nous discutons d'orientation. Nous discutons de futur. Nous discutons d'organisation, bien sûr économique, mais nous discutons aussi d'organisation et de demande sociétale, de demande environnementale, de demande sanitaire, etc. Et tout ça, bien entendu, sous la responsabilité réglementaire de l'État, puisque c'est quand même l'État qui fait les règlements et le fonctionnement, mais aussi sous la profession qui a, elle, en charge de la discussion et de la mise en œuvre. Et les moyens financiers qui accompagnent cette génétique sont, alors, le prorata, peu importe, sont des accompagnements financiers issus de l'État, des budgets de l'État, donc de France Agrimaire, du ministère, etc., ou est issus de la profession agricole. Il y a des cofinancements qui nous viennent donc de l'État et de la profession agricole. Je crois, Thomas, que tu m'avais préparé. Oui. Parce que moi, je fais que parler. Voilà, un président, c'est ça, ça coupe les rubans et puis ça inaugure les pots de fleurs. Voilà.
Donc, si on revient un petit peu au cœur de notre sujet, c'est quand même que le constat, enfin, c'est pas histoire de faire du nombrilisme. Hein. Quand on se déplace un petit peu à travers le globe, on peut affirmer que la France, donc de par sa diversité climatique et géologique, a une typicité même unique au monde. C'est que, pourquoi? Parce qu'on a toujours eu une grande biodiversité d'espèces et de races adaptées à nos différents territoires, nos différentes conditions climatiques, et que cette symbiose entre les territoires, les races, la sélection, c'est toujours inscrit dans une, dans une notion de développement territorial, économique, et aujourd'hui de plus en plus accompagné par les instituts. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une présentation un peu plus éclatée de cette biodiversité de la ferme France. Alors, pour les espèces qui concernent la CTI, donc vous pouvez les lire, mais je vais vous les... Voilà, donc vous avez 17 races de vaches laitières, vous avez 18 races de bovins viande, vous avez 55 races de moutons, vous avez 14 races de chèvres, vous avez 36 races de porcins, une cinquantaine de races de chevaux. Ah, je ne vais pas compter là. Une cinquantaine, bon. Voilà. Et 9 races d'ânes. Voilà. Voilà. Après, oui, ça peut faire 10, ça peut faire 11 si on se compte dedans. Voilà, si on est bien d'accord. OK. Voilà. Et non seulement la CTI donc s'arrête pas à ces espèces-là, puisque nous sélectionnons l'ensemble des espèces domestiques de volailles, donc que ce soit poulets, dindes, canards, oies, mais aussi les cailles, les pigeons, sans oublier les pintades, les perdrix et le gibier. Donc ça représente des discussions très très larges auxquelles s'ajoutent les 17 espèces aquatiques, donc que ce soit les poissons d'eau douce ou de mer, voilà, auxquels il faut rajouter quelques crustacés, avec etc., 8 crevettes, et etc. Sachant que dans cette présentation, il faudrait rajouter l'apiculture. Ouais. Puisqu'on vous a bien dit que la CTI aussi concernait les abeilles, et donc dans l'espèce apicole, il doit y avoir aussi des types, là je connais un peu moins, je ne sais pas si on parle de race dans les abeilles, mais il y a différentes typicités d'abeilles. Et puis les porcs, on en a parlé. Voilà. Donc ces structurations de représentation par espèce, eh bien, vous les avez au sein d'associations professionnelles, qui sont soit des organismes de sélection, soit des entreprises de sélection, soit des entreprises privées. Je ne dois pas oublier grand-chose. Voilà. Quand j'ai dit ça, pardon ? La coopération aussi, oui. Oui, d'accord, j'allais dire une bêtise. Voilà, et donc, les abeilles, si, ils y sont dessus. Les abeilles, les insectes. Donc voilà, qu'est-ce que l'on est censé représenter ? Enfin, on représente, et la discussion, les discussions se mettent en place, mais sont très très larges. Voilà, donc une grosse occupation, bien sûr pour les professionnels, mais surtout pour les administratifs. Qui c'est qui passe ? Ah, c'est toi ? Ah non, c'est moderne ça. Je sanctuarise rien, mais j'ai des fois un peu de problème avec la modernité aussi. Voilà. Donc, ce que l'on peut donc quand même aussi affirmer, c'est que la génétique animale donc, contribue fortement au développement des filières agricoles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que de la génétique pour la génétique, ça peut être un petit peu insuffisant. Donc, cette CTI donc, conforte cette idée qui germe depuis des années, donc d'associer les filières agricoles, d'associer les territoires, les entreprises de sélection, enfin tous les territoires et tous les acteurs qui font en fait une filière et un modèle économique d'une filière. Et donc, après quelques exemples, en ruminant par exemple, vous avez 100 000 éleveurs. Alors combien ça fait de bovins, je ne sais pas. Bovins, ovins, je ne sais pas. Je devrais le savoir. Qui contribue donc à la mise en œuvre des programmes d'amélioration génétique. En filière porcine, 92 élevages, mais vous retrouvez 9000 élevages qui donc profitent en termes de mise en œuvre de la production de cette génétique. J'accroche un petit peu, je suis quand même en transparence, c'est pas moi qui les ai écrits, vous deviez vous en douter. Donc j'ai l'habitude d'être assez transparent, donc je les découvre des fois un petit peu en même temps que vous aussi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de la filière génétique à la génétique de filière.
Donc, ce patrimoine a un atout pour répondre aux besoins très variés des éleveurs. Ça, c'est l'adaptation territoriale ou l'adaptation aux itinéraires techniques que l'on veut mettre en place, mais aussi donc aux besoins des filières agroalimentaires qui, selon leurs différents débouchés, selon leurs propositions de produits, donc aussi un travail et une navette à mettre en place entre la race, le territoire, le produit, le consommateur. Et respecter bien sûr toutes les chaînes de valeur, qu'elles soient économiques, sociétales ou sanitaires et autres. Voilà. Donc cette palette qui est proposée au niveau des éleveurs donc, permet effectivement de choisir donc, son système génétique, adapté à sa production, adapté à son territoire, adapté à sa filière et aussi adapté à ses convictions. Parce qu'il ne faut pas oublier l'homme dans ces affaires. Cette affaire-là, c'est que c'est quand même des hommes et des femmes qui gèrent des exploitations agricoles et on doit avoir le souci de répondre, on parle de bien-être animal, mais on doit avoir aussi le souci de répondre au bien-être de l'éleveur. Voilà, donc bien entendu, cette génétique, eh ben, elle n'est pas arrivée là par hasard. Ce que vous avez aujourd'hui devant vos yeux est issu, on peut dire, de siècles de sélection. Hein. Il y a toujours eu alors, différents types de sélection, mais bon, alors là, tu as choisi le Limousin. Hein. Oui, oui, c'est bien Limousin, ça. Mais ceci étant, c'est pareil pour toutes les races ou toutes les espèces. Hein. C'est que de tout temps, hein, il y a eu de la sélection. Et j'aime bien le terme, c'est une science pratique et paysanne. N'oublions pas ça. Hein. C'est pour les paysans, au service des paysans et au service des filières. Hein. C'est toujours, donc, le paysan dans cette affaire doit être le récipiendaire et pas la variable d'ajustement. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'exprime avec mes mots. Voilà, donc, bien entendu, des progrès. Alors, il y a le progrès visible. Hein, c'est sur le phénotype, l'aspect de l'animal. Il y a beaucoup eu de sélection sur le physique. Il n'y a pas que dans le monde animal, où c'est d'abord le physique qui prime. Mais après, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc, progressivement, c'est mis en place. Hein, c'est mis en place de l'évaluation. Et donc, cette évaluation a d'abord commencé par du contrôle de performance en ferme. Donc, on allait collecter des informations à ferme qui ont été progressivement et aujourd'hui donc améliorées par l'apparition de la génomique et donc du génotypage, du génome des différents animaux, ce qui nous permet donc cette cartographie de l'ADN. Mais ça, c'est possible que parce qu'il y a eu des années et des années de contrôle en ferme. S'il n'y avait pas eu tous ces contrôles en ferme, on aurait quelques problèmes au niveau de la cartographie de l'ADN. Et si demain, on considère que le simple génotypage suffit, non, il faudra quand même encore de l'observation et du contrôle en ferme. Voilà. Donc il y a toujours ce raisonnement d'avoir effectivement le côté, ce que je dis, on disait sens paysan, mais de l'utilisation de l'animal dans son environnement. Voilà. Donc, oui, donc on travaille effectivement comme l'éleveur l'a toujours fait à quelque part. Hein. C'est alors ce qu'on appelle le caractère fonctionnel de l'animal. Le caractère fonctionnel de l'animal, bon, vous avez quelques exemples qui sont décrits ici, qui sont, bon, aujourd'hui, bien sûr, la résistance aux maladies. Hein, les gens ont toujours cherché à avoir des animaux adaptés à leur territoire. Là où il y avait de la douve, on essayait d'avoir des animaux qui étaient restés à la douve, là où il y avait, etc. Ça, c'était empirique. Hein, et puis, progressivement, effectivement, grâce au génotypage et aux différentes... on arrive à anticiper tout ça. Donc, bien sûr, l'efficacité alimentaire, aujourd'hui, ô combien importante, hein, puisque je fais partie de la génération où on a toujours parlé d'une efficacité alimentaire de maximisation de production. Aujourd'hui, on est sur une efficacité alimentaire d'économie, de réduction des coûts et d'effets de gaz à effet. Voilà, oui. Donc là, si vous voulez, c'est un des sujets qui effectivement, on le voit depuis des années, mais qui prend de plus en plus d'importance. Et bien entendu, le deuxième élément, c'est effectivement l'animal de demain face au changement climatique. Est-ce qu'on veut dire changement ou évolution climatique? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il va bien falloir, et on le constate, hein, il y a des évolutions climatiques, et il va bien falloir penser à l'animal de demain comme hier on pensait à l'animal d'aujourd'hui, hein, de toute façon. Donc, à ce niveau-là, qui d'autre que le continuum recherche-développement et éleveurs, hein, avec toutes leurs composantes, ne peuvent, donc par la génétique, ne peuvent que répondre à ces interrogations-là. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, c'est que la France, hein, on a la chance effectivement
de disposer d'un réseau de recherche et développement. Alors, quand on parle de recherche et développement, on parle essentiellement des instituts de recherche. Bon, en ruminant, c'est l'INRA. C'est quoi pour toi? L'Italie, oui. L'INRA aussi. Ouais. Ah oui, bon, si j'étais dans la salle, là, je me ferais taper sur les noix. Et le CISAF, oui. Mais bon, tu préciseras tout ça quand on parlera des autres espèces. Et donc on a construit, et je pense que c'est depuis les années 60, il s'est construit un réseau recherche-développement génétique animale, ce qu'on appelle le continuum entre l'élevage, la recherche et le développement, qui a été essentiel à la préservation de cette biodiversité, à l'adaptation de cette biodiversité et au modèle économique de cette biodiversité. Aujourd'hui, il serait, et ça c'est peut-être un message que je poste en direction des pouvoirs publics, hein, il serait douloureux de ne pas pouvoir continuer. C'est-à-dire que si on ne peut pas continuer ce continuum, il va y avoir quelques problèmes ou des laissés pour compte. Il faut rajouter à ce continuum, il n'a été possible, effectivement, pendant de longues années, grâce aux investissements de l'État, puis progressivement à de l'investissement de la profession, que ce soit à travers les entreprises de sélection, que ce soit à travers les organismes de sélection, ou que ce soit à travers les entreprises privées. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un co-investissement et une co-orientation, je dirais, hein, de cette recherche-développement. Et ça serait, effectivement, on a une vraie puissance, et cette puissance, c'est peut-être en France qu'elle est le plus discutée. En fait, à l'international, elle est complètement reconnue. À l'international, on est complètement reconnu. En France, des fois, on a des doutes, mais on aime bien avoir des doutes en France. Donc, si vous voulez, cette organisation entre la science pure et dure et le monde professionnel fait que quand on se déplace, avec des professionnels et des gens de la science, quand on discute à des éleveurs, eh ben, on discute de choses concrètes. C'est des paysans qui parlent à des paysans. Et qu'on soit paysan africain et américain et asiatique, c'est un paysan, il a les mêmes soucis que nous. Ils ont exactement, donc on parle de la même chose et on apporte effectivement ce savoir-faire sur le maintien de cette biodiversité et sur l'efficacité de cette biodiversité en termes de modèle économique et en termes de territoire et d'environnement. Donc, la génétique, puisque c'est quand même le cœur de notre sujet, de notre conférence, est un des éléments, j'oserais dire essentiel, mais bon, un des éléments, hein, à notre souveraineté alimentaire. Alors aujourd'hui, on parle effectivement de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire. Bon, chacun a un vocabulaire qui peut être des vocabulaires politiques. Nous, ici, on ne fait pas de politique, mais il n'empêche qu'on a quand même le souci et l'obligation de répondre, et on ne peut qu'adhérer au droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Dieu sait si en France c'est un sujet. Alors, quand on se déplace à l'international, le sujet n'est pas toujours aussi prenant qu'il peut l'être en France, mais il existe quand même un petit peu partout. Voilà. Et donc, les différentes orientations de la sélection animale, la détermination des choix, des modèles d'élevage, l'adaptation à l'animal de demain, etc., etc. Donc, non seulement on doit nourrir les 67 millions de Français, on doit contribuer à l'alimentation des 7 milliards d'individus, peut-être demain 8, mais on doit aussi avoir ce souci, puisque c'est ce qui nous est demandé, et je crois qu'on ne peut qu'adhérer à ça, il y a l'acte de production alimentaire, mais il y a aussi l'acte de production en accord avec une biodiversité que certains qualifieraient de sauvage, que d'autres de naturelle, mais il n'empêche qu'on a l'obligation, je pense, d'aller vers ces orientations de fonctionnalité économique, alimentaire pour l'homme et horizontale pour ce qui est de la biodiversité. Donc c'est ce qu'on appelle la faune et la flore sauvage ou domestique. Et toutes les discussions qui tournent autour de tout ça, aujourd'hui, avec le prédateur, j'en passe des meilleurs, ou l'interdiction de certains intrants, mais il n'empêche qu'on doit, de toute façon, se poser cette question-là et aller vers ceci. Donc, la génétique, ce qu'on peut dire, est à l'agriculture ce que les semi-conducteurs sont aux technologies de l'information. Une ressource stratégique. Voilà. Moi, j'avais dit que le futur a besoin de la génétique. Voilà. Alors, bien sûr, d'une génétique, comme on vient de le dire, en respect de la biodiversité, en respect des paysans, en respect des consommateurs, en respect d'un modèle économique qui fait qu'à chaque strate, on puisse y trouver un équilibre économique, bien sûr, et qu'on puisse également y trouver un équilibre environnemental territorial. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
C'est fini là. Ah, j'avais une conclusion. Bon, merci de m'avoir applaudi, puis vous lisez la conclusion. Voilà, enfin, de toute façon, bien ou mal, on applaudit toujours. Hein, voilà, donc, ouais, mais je l'ai un petit peu dit, quoi. Hein. Voilà. OK. On passe à des questions dont on n'avait pas prévu. Si la salle veut échanger, on peut y aller. Parce que, comme le disait Madame la directrice, le ministre doit passer. Vous avez vu où on est par rapport à où il se situe. Ouais, voilà. C'est bien qu'il nous ait promis de passer, mais on peut être dans la variable d'ajustement dans le circuit. Voilà. Mais bon, c'est déjà bien qu'il ait répondu à l'invitation. Et puis il y a des gens du ministère qui sont là. Bon, donc, et on l'avait croisé au SPACE. Oui, si je peux me permettre, ce qui est intéressant aussi dans le fait qu'il a dit qu'il passerait, et puis aussi le fait qu'il ait créé la CTI, parce que c'est quand même le ministre qui a créé la CTI, il faut quand même le signaler, ça montre quand même qu'il y a un changement, peut-être pas de paradigme, mais de prise en compte de la génétique animale au sein des pouvoirs publics. L'idée un peu de la conférence de ce matin, et moi je suis content de voir qu'il y a des jeunes, qu'il y a des étudiants qui sont là parce que le futur c'est eux, quoi. Et donc l'animal de demain qu'on est en train de réfléchir, c'est vous qui l'élèverez. Oui, mais il y a des jeunes, et moi ça me fait très très plaisir. Et donc voilà, donc il commence à y avoir une prise de conscience que la génétique, effectivement, comme tu le disais, c'est l'avenir. Et en fait, c'est très amusant parce que c'est à la fois, la génétique, c'est un patrimoine, mais pour préparer le futur. Donc il y a un continuum de temps long, ce qui caractérise effectivement la génétique par rapport peut-être à d'autres secteurs de production, c'est que ça s'inscrit dans un temps long. Et que la difficulté peut-être qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des impératifs où on nous dit, vous n'avez pas le temps, il faut des réponses rapides. Voilà. Mais je crois que la force de la France par rapport à ces réponses rapides, c'est que notre passé de temps long peut nous permettre de gagner du temps pour des réponses immédiates ou actuelles. Cette biodiversité fait qu'on a un pool de gènes, on a un réservoir de gènes, entre guillemets, qui peut nous permettre de trouver des solutions adaptées aux nouveaux défis qui se posent. S'il fallait qu'on se mette à sélectionner des races rustiques, ou s'il fallait qu'on se mette à sélectionner des volailles qui résistent mieux à la chaleur, on pourrait chercher. Or, nos anciens, et Sasso, que Louis Perrault connaît très bien, a une très longue histoire à cet égard, et peut-être qu'il pourra nous en parler. Tout ce travail qui avait été fait dans le passé peut porter ses fruits aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une spécificité française que peu de pays ont. Et toute cette science pratique, cette science paysanne de l'observation, de la sélection des animaux, etc., ça ne peut pas être remplacé par des machines, ça ne peut pas être remplacé par des robots, même si les technologies ont leur utilité, bien sûr. Mais il y a quand même un facteur humain qui peut permettre à la France de gagner des marchés pour le futur. Voilà. Et en combinant cet aspect biodiversité avec une haute technologie de pointe, avec le big data, avec des capteurs pour observer. Par exemple, si maintenant on veut sélectionner le comportement des animaux, par exemple le comportement des volailles, on va pouvoir installer avec des caméras pour voir effectivement comment chaque individu va se comporter. Avec la génomique, on va pouvoir raccourcir le délai de génération pour la sélection, etc. Et donc en combinant à la fois cet aspect patrimonial et cet aspect haute technologie, la France a la capacité de faire des progrès beaucoup plus rapidement, certainement, que d'autres pays. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'est très, très important qu'on se donne collectivement les moyens de préserver cette spécificité qui fait notre force. Et la création de la CTI obéit à est dans cette direction. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement de mettre ensemble tous les acteurs de façon à réfléchir à la stratégie de développement pour le futur. Voilà. Oui, et je crois que la CTI, j'en suis complètement convaincu, c'est que la CTI met en lumière, tout au moins sur un pied d'égalité dans la réflexion et l'édition, elle était un petit peu oubliée, quoi. C'est-à-dire que la génétique animale, par rapport à la génétique végétale, par exemple, ou la génétique fruits, légumes, etc., était quelque chose qui, dans les commissions, que ce soit France-Agrimaire notamment, hein, était des fois un petit peu le parent pauvre, ou même l'oublié, hein, ou dans les questions diverses, qu'on a le temps de traiter ou pas. Je suis un petit peu... mais moi, je pense que je résume assez bien. Donc aujourd'hui, la CTI
c'est cette fameuse consanguinité qu'on avait au sein de la CNAG, quoi, hein, qui fait qu'on ne sortait pas de notre champ. Aujourd'hui, la CTI permet aux représentants de la profession, de la filière génétique et des filières qui utilisent cette génétique d'être présents dans les comités d'orientation, d'être présents dans les conseils spécialisés. Et donc, effectivement, il y a maintenant à chaque fois un focus sur, et ça permet de dire, pop, 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 il n'y a pas que de la génétique végétale, hein, parce qu'on peut bien effectivement faire de la génétique végétale, mais pour ce qui est des ruminants, on consomme aussi de l'herbe, quoi, hein. Et il faudra bien et on ne peut pas cultiver de l'herbe partout. Et il faudra bien que l'animal s'adapte à la consommation de cette herbe. Il faudra bien que l'animal s'adapte. Donc il faut aussi penser à l'animal de demain. On peut faire des bâtiments du hors-sol, aseptisé, tout ce que l'on voudra. Il n'empêche que l'animal, le fonctionnel, c'est aussi celui qui a fait nos paysages. Enfin, il y a tout un tas de choses qui permettent effectivement d'aborder cette génétique comme étant un des moyens, une des solutions, et non pas quelque chose d'acquis, hein, qui arrive de nulle part et qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de s'en occuper, quoi. C'est complètement naturel. Ben non, non, ce n'est pas naturel. Nous parlons dans le micro, comme vient de le dire Madame, pour les gens qui sont en ligne. Bonjour, Pascal Parizeau, je suis la directrice générale d'Alice. J'ai un passé public dans la recherche et je tenais à témoigner d'une chose assez phénoménale du côté des professionnels. C'est l'existence d'une société qui finance la recherche, qui est cette société Apigène finance la recherche sur la génétique des ruminants. Elle est cofinancée à part égale, enfin tous les programmes sont cofinancés à part égale par Interbev, filière viande, le CNIEL, filière lait, la Commission nationale de l'élevage et Alice, 1,2 million d'euros par an. On bénéficie du crédit impôt recherche par cette structure qui a été créée aussi pour ça, avec le regret que le remboursement du crédit impôt recherche sur les dépenses publiques ne sera plus de 60% mais de 30%, donc ça va un peu entamer notre capacité à financer. Mais cette ESS, c'est quelque chose d'assez inédit dans le paysage agricole français en termes de recherche financée par les professionnels. Et je crois qu'il faut se féliciter de ça parce que tous les progrès qu'on a fait en génotypage en France, on a loupé le sexage des semences d'insémination, mais par contre, le génotypage, on marche très fort, avec en plus un regroupement avec des pays européens pour négocier la puce de génotypage avec d'autres partenaires européens. Et là aussi, ce sont les Français qui prennent le risque financier du contrat. Donc les Français sont vraiment très, très porteurs sur ce sujet. Et Apigène est un vrai levier à l'initiative des professionnels. Merci Pascal de rappeler ça. Enfin, j'avais signalé qu'il y avait des cofinancements professionnels. Oui, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, ce n'est pas une remise en cause, parce que je sais que cet esprit-là y est, c'est qu'il faut qu'il y ait des possibilités de transfert de technologie entre les races et entre les espèces. Hein, tout le monde n'a pas forcément les mêmes puissances ou les mêmes capacités à mobiliser des fonds. Donc il faut qu'il y ait, et ça c'est un des soucis, donc c'est le transfert de technologie entre races, entre espèces. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est un de nos soucis aussi, c'est que tous ces progrès, il doit y avoir obligatoirement un transfert chez l'éleveur. De la science pour la science, de la recherche pour la recherche. OK, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'aspect conséquences pratiques pour l'éleveur et mise d'un accompagnement. Et ben, bon, on travaille aussi là-dessus. Donc Laurent Journeau, moi je suis le directeur de France Génétique Élevage, donc l'interprofession de la génétique. Donc pour prolonger ce que disaient Pascal et Jean-Luc, hein, on est le seul pays au monde où, grâce à cette organisation collective, aujourd'hui, la sélection génomique est une réalité en bovin lait. Ça existe dans un certain nombre de pays. En bovin viande, il y a 2-3 pays au monde qui ont ça. En ovin laitier, en ovin allaitant sur de la sélection plutôt sur gène et en caprin laitier, on est les seuls à avoir ça sur les 3 espèces de ruminants. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que pour illustrer cette diversité génétique, ce pool de gènes, cette richesse que l'on peut exploiter, il y a un point à bien rajouter, c'est que ça va lentement, mais c'est du cumul. Donc ce qu'on a gagné d'une génération, on le garde à la génération d'après. Et ça, c'est important. Alors c'est important parce que si on prend la bonne direction, on améliore, on continue. Si on se trompe, eh ben, c'est aussi des choses, des fardeaux qu'on va accumuler. Donc il faut l'orientation de la sélection sur le long terme, la réflexion collective au sein des organismes de sélection est essentielle, appuyée par des conseils techniques et scientifiques.
Et en ce moment, par exemple, grâce à cette richesse-là, aux éléments déjà mis en place, mais aussi aux programmes de recherche qui vont se dérouler maintenant et dans les 5 ou 10 prochaines années, on a porté une contribution pour le Varenne de l'eau et du changement climatique, pour quel est l'apport de la génétique aux réponses qui sont posées dans l'atelier 2 du Varenne. Et il y aura le 19 octobre une visioconférence organisée par l'ACTA sur la sélection, qui couvrira la sélection animale et végétale, où on pourra faire état de ces avancées et des challenges auxquels nous sommes confrontés pour les années à venir. Oui, Michel Catin, consultant agricole indépendant. Je voulais revenir, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard, sur le solde commercial. C'est ça qui me semble intéressant. Donc, je prends à partir de votre... Ah bon, excusez-moi alors. Bon, d'accord. Bon, alors. D'accord. C'était par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'économie, tout de suite, il y a des chiffres. D'autres demandes de prise de parole, autrement on passe à toi Thomas, sachant que vous pourrez reprendre la parole après. Bon, mais je laisse la parole à Thomas, celui qui travaille en fait. Voilà. Enfin, Louis travaille peut-être aussi beaucoup. Merci Jean-Luc de me passer la parole. Donc, je voulais vous présenter la CTI ressources zoogénétiques, mais beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je pense que je vais passer assez rapidement pour éviter trop de redites. Donc sur la mise en place, comme cela vous a été indiqué, la CTI regroupe toutes les espèces domestiques de production, à l'exception des chevaux, puisque France Agrimaire n'a pas dans son portefeuille d'activité la filière cheval. Néanmoins, au sein de la CTI, l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, participe à nos travaux en tant qu'observateur. Et dans nos groupes de travail thématiques, l'IFCE participe là de façon très active. Donc tout ça pour vous dire qu'on a quand même une approche assez holistique, assez globale dans nos travaux. Donc comme ça a été dit, la CTI remplace et prolonge une ancienne commission de l'amélioration génétique. La différence, c'est que la CNAG, Commission nationale de l'amélioration génétique, était une commission d'experts. Alors, la beauté de la génétique, c'est que c'est un monde de passionnés. Moi, j'ai été amené à les découvrir il y a une quinzaine d'années dans le cadre de mes activités au bureau export à la DGL. Je suis vétérinaire de formation. Et c'est vrai que dans mes études de vétérinaire, j'avais jamais entendu parler de génétique. Jamais. Ou alors de façon très, très anecdotique. Et bon, voilà. Et c'est dans le cadre de mon expérience professionnelle, parce que j'ai été amené à côtoyer les entreprises de la génétique, que j'ai découvert ce monde. Et j'ai découvert un monde de passionnés. Et c'est à la fois leur force, et je me permets de dire que c'est peut-être aussi parfois leur faiblesse, parce que effectivement, ils sont tellement experts, tellement passionnés sur des sujets qui sont tellement techniques, que parfois, lorsqu'on est dans l'administration, on a peur d'être emporté, d'être noyé sous le flux d'informations techniques. Et c'est vrai que la CNAG était une commission où les généticiens parlaient aux généticiens, quoi. Or, comme on l'a vu précédemment, la génétique, certes, c'est une expertise, mais c'est aussi une ressource stratégique. Donc, il y a des considérations politiques, il y a des considérations stratégiques, il y a des considérations économiques à prendre en compte. Et c'est pour ça que le ministre et le ministère ont décidé de créer cette CTI pour replacer la génétique animale dans un contexte beaucoup plus large, à la fois prospectif et en même temps ancré dans le quotidien, de façon à pouvoir éclairer les pouvoirs publics sur les besoins et les évolutions prévisibles ou souhaitables en matière de génétique animale. Parallèlement à ça, le contexte réglementaire de la génétique animale a évolué. Il y a eu la mise en place du règlement zootechnique de l'Union européenne, qui est entré en vigueur en 2018.
et qui nécessitait une refonte de la réglementation autour de la question génétique, notamment dans le sens de donner plus de responsabilité encore aux organismes de sélection. C'est-à-dire que tout le travail qui avait été fait dans les années 2000 autour de ce qu'on appelait la nouvelle approche en 1993, qui était un travail de responsabilisation des professionnels, c'est-à-dire on passait d'une logique d'obligation de moyens à une obligation de résultat. Eh bien, c'est le règlement zootechnique qui a introduit cette obligation de résultat plus que d'obligation de moyens dans le domaine de la génétique. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel, puisque la génétique, c'est avant tout une activité économique. C'est des entreprises. Donc, ce qui compte pour elles, c'est quand même le résultat. Donc, les missions de la CTI sont d'éclairer, concerter, accompagner. Éclairer, c'est-à-dire d'apporter un éclairage au pouvoir public et aux filières sur toutes les questions relatives à la gestion des ressources zoogénétiques. Et notamment, ce qui nous a semblé important dans le cadre de la CTI, c'était d'essayer d'assurer un suivi économique des filières et d'un suivi de leur compétitivité. Concerter, c'est-à-dire favoriser les échanges entre les acteurs, mais aussi avec les filières de production, les instituts techniques, etc. Et ça, je crois que c'est le vrai cœur du réacteur de la CTI, cet espace de concertation. Parce qu'on parle depuis le début de la conférence de génétique animale. Mais est-ce que les différentes entreprises, est-ce que les différents secteurs de la génétique animale ont conscience d'être une filière, entre guillemets, génétique animale? C'est-à-dire que quand vous discutez avec quelqu'un qui va produire des huîtres et quelqu'un qui va faire du charolais, ils n'ont pas forcément intuitivement l'idée qu'ils font partie d'une même famille. Et donc, tout le travail de la CTI, c'est justement d'essayer de tisser ce réseau de façon à créer une culture commune entre toutes ces entreprises, tous ces acteurs autour de la génétique animale. Et le moment est particulièrement opportun parce qu'en fait, quelles que soient les espèces, quelles que soient les races, les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises et les acteurs de la filière, les problématiques sont les mêmes. C'est des problématiques effectivement d'adaptation par rapport, bien sûr pour la productivité, la compétitivité, mais aussi par rapport aux questions de changement climatique, aux questions de bien-être animal, etc. C'est des questions de soutien à la recherche, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée. Il y a des filières où la recherche est essentiellement privée. Je pense notamment à tout ce qui est filière en volaille ou même en porcin, où l'organisation est différente de celle des ruminants en ce qui concerne la recherche, où là le poids de la recherche privée est très important, puisque c'est des entreprises souvent qui sont amenées à faire ce travail. Donc les problématiques, comme je disais, sont identiques, problématiques de production, problématiques d'évolution, problématiques scientifiques, du rapport aux nouvelles technologies, de ce qu'elles peuvent apporter, du débat public autour de ces nouvelles technologies, et problématiques économiques. Parce que ce qui caractérise les filières de génétique animale en France, c'est d'être des filières très exportatrices, comme nous le montrera Louis tout à l'heure. Et dans cette question d'export et donc d'accès au marché, ces filières en fait sont confrontées aux mêmes difficultés. Voilà. Et donc tout ça fait quand même un substrat commun qui légitime le fait d'avoir une culture commune, et donc la CTI est cet espace, cette espèce de parlement, j'allais dire, de la génétique, où les différents acteurs peuvent échanger, discuter et essayer de définir en commun un avenir pour leur filière. Et enfin, le troisième rôle de la CTI, c'est un rôle d'accompagnement, donc pour augmenter les performances économiques, environnementales et sociales de la compétitivité, favoriser la diversité génétique, et donc participer à la politique d'orientation des filières en assurant le suivi des dispositifs réglementaires et d'appui public en place actuellement. Donc, la CTI est consultée en amont des décisions du ministre sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter, par exemple pour les demandes d'approbation de création de nouvelles races, notamment pour les ruminants, ou de reconstitution d'une race menacée ou disparue, des demandes d'approbation des nouveaux programmes de sélection
lorsqu'il existe déjà un programme de sélection approuvé sur le territoire national, et des demandes d'agrément des nouveaux organismes ou établissements de sélection. Donc ça, c'est une fonction de la CTI qui est plus une fonction réglementaire, j'allais dire. Mais ce n'est pas le cœur de la CTI. Le cœur de la CTI, c'est vraiment la concertation et le dialogue entre les acteurs. Néanmoins, ce rôle est quand même important parce qu'il permet d'éclairer la décision du ministre sur des opportunités d'évolution. Donc, la CTI peut être consultée aussi sur les modalités de soutien de l'État en faveur de la gestion des ressources zoogénétiques, sur les projets de textes réglementaires. On a évoqué tout à l'heure le règlement zoosanitaire de l'Union européenne, zootechnique pardon, de l'Union européenne. Il y a en ce moment tout un dialogue avec les pouvoirs publics sur les différents décrets, ordonnances, etc., qui vont accompagner ce règlement européen. La CTI peut être saisie par le Conseil d'orientation de FranceAgriMer ou les conseils spécialisés. Et donc là, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que la CTI fait le lien avec les conseils spécialisés, les conseils qui regroupent les interprofessions. Donc ça veut dire qu'on est bien dans ce que disait Jean-Luc, ce n'est pas simplement une filière génétique, c'est de la génétique de filière. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est qu'il y ait un dialogue permanent entre la génétique et les filières de production de façon à ce que la génétique soit bien au service d'une stratégie de développement de la production et de l'alimentation. La CTI peut intervenir dans les conseils spécialisés, qu'ils soient viande blanche, ruminants, produits de la pêche, etc., ou dans la CTI internationale. Alors ça aussi, c'est très important, parce que comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Luc, jusque-là, dans les différents conseils spécialisés, qui sont un peu les parlements des filières au sein de FranceAgriMer, bon, la génétique, on en parlait quand on avait le temps. C'était dans les points divers et en général, les gens avaient leur train à prendre et ils n'étaient plus là quand on en parlait. Là, le fait que la CTI puisse venir faire des présentations dans les CS eh bien, donne une visibilité à la filière génétique qu'elle n'avait pas avant. Voilà. Donc, sur la composition de la CTI, le président, Jean-Luc Chauvel, qui est de... Alors, au moment où j'avais fait la diapo, tu étais encore président de Race de France. Je te prie de m'excuser, je n'ai pas mis à jour la diapo. Donc maintenant, tu es président de FGE. Oui, tu es toujours au bureau de Race de France. Mais voilà. Et le vice-président, donc Louis Perrault, qui est de nouveau le président du SNAP, puisque tu as été réélu à l'Assemblée Générale à Mont-de-Marsan vendredi. Félicitations. Engagez-vous, rengagez-vous, qui disait. Lorsqu'on a créé la CTI, et ça c'était un souhait de toutes les filières, l'idée c'était que la présidence soit partagée entre les ruminants et les autres espèces, de façon à justement essayer de créer cette culture commune qui transcende les spécificités de chaque espèce, même si bien sûr il en reste des spécificités. Mais l'idée, comme je l'ai dit, c'est quand même d'essayer de créer une culture commune. Donc il y a deux collèges au sein de la CTI, un collège délibératif avec des représentants des organismes de sélection, qu'ils soient ruminants ou porcins, un représentant des entreprises de sélection porcine et deux représentants des entreprises de sélection ruminants, mais il y a aussi des représentants des entreprises de sélection avicole, aquacole. Les organisations syndicales sont représentées et bien sûr l'État et les établissements publics de recherche. Sachant que lorsqu'il y a besoin d'un vote, seuls les représentants professionnels votent. C'est-à-dire que la décision est bien entre les mains des professionnels. La CTI est bien une organisation au service des professionnels. Et au-delà de ce collège délibératif, participe un collège consultatif avec des représentants de l'enseignement supérieur, des instituts techniques, des chambres d'agriculture, etc., etc. Mais dans la réalité, lorsqu'on fait nos débats, cette notion de collège délibératif ou consultatif disparaît, puisque l'idée, c'est d'avoir une parole qui circule et où chacun puisse s'exprimer et faire valoir son point de vue. Et c'est ça le plus important. Donc la CTI a été créée formellement en septembre 2020. Donc ça fait effectivement 1 an et 1 semaine. Alors on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on s'est créé en même temps que le Covid.
Donc pour l'instant, la CTI n'a fait de réunion que par visioconférence. On espère pouvoir tenir prochainement une première réunion physique. Je crois que tous les membres le souhaitent ardemment. Néanmoins, on a quand même mis en place quelques groupes de travail. Un premier groupe de travail sur la préparation des avis pour autorisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la CTI est consultée lorsqu'il y a des demandes d'agrément de nouvelles races, notamment de ruminants ou d'extension de programmes de sélection. Donc là, c'est un travail extrêmement pointu, extrêmement technique, d'expertise, et puis qui intéresse plutôt le secteur ruminant que l'ensemble des familles de la CTI. Donc le travail là est donné à un groupe spécifique qui présente ses conclusions à la CTI et qui ensuite peut statuer. Un autre groupe de travail qu'on appelait économie, qui consiste à essayer de rassembler les éléments, les informations sur l'impact économique de la génétique dans l'économie de l'agriculture française et de l'élevage français. Et donc ça, c'est un travail qu'on mène depuis 1 an avec l'appui d'un chercheur de l'INRA, Stéphane Lemarrier, que je tiens à remercier particulièrement ici. Parce que c'est un travail complexe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a différentes familles. Ces familles ont des organisations différentes, elles ont des modes de fonctionnement différents, elles ont parfois aussi des objectifs différents. Et donc, essayer de trouver ce qui fait le lien commun dans le secteur économique entre toutes ces familles, c'est parfois une gageure, mais pour l'instant, Stéphane réussit quand même à faire ce travail avec l'aide et la participation de toutes les familles. Et ça, je crois que c'est ce qui montre que la mayonnaise de la CTI est en train de prendre. C'est qu'il y a une participation très active de chacune des familles à ce groupe de travail économie. Donc là, on pense pouvoir présenter la synthèse de ces travaux à la fin de l'année. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et une première partie de ces travaux va vous être présentée par Louis, qui concerne la partie export, qui était peut-être la partie la plus simple à traiter dans un premier temps. Et enfin, un autre groupe de travail qui va se créer là, à la rentrée, qui a trait à la biodiversité et à la préservation des ressources et du patrimoine génétique. Comme on l'a dit tout à l'heure, la France est riche de multitudes d'espèces et de races animales domestiques. Néanmoins, il y a besoin de faire un peu une mise à jour de l'état de nos connaissances sur cette biodiversité. Il existe actuellement une liste des races animales des races d'animaux domestiques dites locales ou rustiques. Donc on a besoin de mettre à jour cette liste, de voir si elle existe, si elle est toujours en phase avec ce qui existe sur le terrain. Est-ce qu'il y a des évolutions à prendre en compte? Et puis aussi à se poser la question de comment préserver à la fois cette biodiversité, mais en même temps montrer que cette biodiversité, ce n'est pas que du folklore, que c'est aussi que la biodiversité, ça a aussi un impact économique. Moi, quand j'étais au ministère de l'Agriculture, pour moi, la génétique animale, au début, c'était quelle va être la race de vache cette année sur la fiche du sommet. Voilà. C'est-à-dire, c'était du folklore. Or, si on gratte un peu, si on prend le temps de regarder, on voit que derrière tout ça, il y a de l'économie. Et que ce qu'on appelle les races locales, ce qu'on appelle les races menacées, peuvent générer, avec des démarches de labels, des démarches d'IGP, peuvent générer des activités économiques qui sont profitables pour les éleveurs et pour les territoires. On a des représentants de la race vosgienne parmi nous. Par exemple, ils ont mis au point un fromage qui s'appelle le cœur de massif. Dans le cahier des charges, le cœur de massif doit être produit avec du lait de race vosgienne. Et donc on voit bien que là, la génétique est un outil pour le développement économique. Et ce cœur de massif, il est vendu où? Il est vendu en vente directe, il est vendu dans des fermes auberges. Et donc, quand les touristes viennent dans les fermes auberges, ils ne veulent pas voir des Holstein, même si j'ai beaucoup d'affection pour les Holstein. Ils veulent voir des races vosgiennes, parce qu'on est dans les Vosges, on est sur le petit ballon, on est à la ferme auberge de la Schlourz. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de la génétique, on génère une économie qui n'est pas simplement de l'économie produit, qui est aussi de l'économie activité, service, avec l'agro-tourisme, etc. Donc, tout ça montre qu'il y a un écosystème économique. Et voilà. Et donc, il faut le mettre en valeur, et surtout, il faut le faire savoir. Voilà.
Et donc, c'est un peu la mission que s'est donnée la CTI. Voilà, créer une culture commune. Voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. Si vous avez quelques questions, je serai ravi de répondre. Et puis, bien sûr... Merci Thomas. Je ne le dis pas, hein, mais tu as pris des positions, tu vas être muté aux îles Kerguelen. Ça n'a pas été dit au micro, ça. Oui, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc, vaste chantier tout ça. Hein. Mais on va y arriver, n'est-ce pas? Ceux qui siègent, il y a des têtes quand même qu'on voit à la CTI. Pas de questions? Bon, ben alors je pense que... Louis. Voilà, je te passe le micro. Merci, Président. C'est vrai que Thomas l'a dit, mais c'est un grand plaisir de voir les gens en vrai. On s'est réunis, on a créé cette CTI et j'ai rencontré mon président au SPAS il y a 3 semaines. Tout le reste, c'était en visio. Et c'est vrai que ça pèse un peu, ça fait plaisir de voir quelques visages qu'on a eu en visio. Donc c'est vrai que de se voir là aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Le SNA, je peux le faire si tu veux, c'est celui-là. Hein, le SNA, juste pour dire, parce que c'est vrai que c'est le syndicat national des accouveurs. Donc moi, je viens de la partie aviaire, avicole, génétique aviaire. Et en vol, c'est l'interprofession volaille de chair. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Donc, qu'est-ce que l'export en termes de génétique, qu'est-ce que ça représente déjà dans la définition? On est lié à des règles sanitaires qui sont régies par l'OMC. Et c'est ce qu'on appelle les accords sanitaires et phytosanitaires qui sont SPS, ce fameux vocable qui fait qu'on se retrouve d'ailleurs dans ces comités SPS, tout interpro, 2 fois par an au niveau de France Agrimaire sur des réunions qui sont précieuses, qui nous permettent d'échanger nos préoccupations et on se rend compte d'ailleurs qu'elles sont communes. Le seul problème, c'est que si on avait des choses aussi simples que ça pour négocier, ce serait facile. Le problème, c'est qu'on est lié à des accords qui sont quelquefois très compliqués à faire bouger ou à faire avancer et qui ne sont pas automatiques. Pour vous donner un exemple, les règles de l'OIE hein, qui régissent normalement ces marchés n'exprime que simplement un code. Chaque pays l'interprète comme il l'entend. Sur la filière volaille, donc je vais de temps en temps parler de la filière volaille parce que j'en suis tellement imprégné. La Chine a fermé ses frontières en 2015 à la France. 2015. Depuis, on n'a pas exporté en Chine. C'était un gros marché. C'est un énorme marché pour la génétique aviaire et d'autres. Sur la génétique aviaire, depuis 2015, on est fermé. On a réussi à négocier, avancer sur les dossiers avec un travail commun de France Agrimaire, de la DGAL qui a été colossal. On a réouvert la semaine où on a eu l'influenza aviaire en Corse. Ça veut dire que le jour où on a pu obtenir, voilà, ça a été refermé systématiquement et on est toujours fermé, même si on a retrouvé un statut indemne hein, en termes depuis le 2 septembre, c'est très récent, mais ce n'est pas automatique, quoi. Donc c'est vraiment un vrai problème pour arriver à avoir des certificats qui soient fluides, des agréments, etc. Donc ça suppose qu'on ait un service de l'État qui soit tellement, il a tellement de préoccupations, c'est les mêmes acteurs institutionnels qui négocient l'ensemble de ces accords, et ce qui de temps en temps crée des goulots d'étranglement qu'on connaît et qui font que notre demande, c'est vraiment de dire au gouvernement, s'il vous plaît, mettez des ressources humaines suffisantes dans les services de l'État pour arriver à répondre à ces préoccupations. Et ça, c'est un vrai souci qu'on n'a pas toujours je pense qu'entre Bercy et le ministère de l'Agriculture, il y a quelquefois des contradictions. Donc pour entrer dans le détail, entre 2016 et 2020, les exportations de génétique animale ont progressé de 18%. C'est pas rien.
On est passé de 390 millions à 460 en termes de chiffre d'affaires. Et vous voyez l'ensemble des progressions qui sont... je ne sais pas si je peux pointer avec ça. Si, ouais. L'ensemble... Ah ben non, ce n'est pas un tableau. Ça ne marche pas. L'ensemble des progressions, on voit bien qu'il y a des secteurs qui progressent beaucoup plus que d'autres. Encore une fois, la volaille, là, c'est qu'on subit depuis des fermetures, je vous en ai parlé avec la Chine, et on subit des épisodes influenza qui font qu'on n'est pas aussi performant qu'on le devrait. Si on avait les chiffres de 2015, Thomas n'est pas là, mais on verrait qu'avec la Chine, c'était nettement supérieur. Donc en termes d'importation, on est finalement, il y a des flux aussi à l'importation qui sont plus ou moins importants, avec 153 millions sur 2020. On voit là que la partie volaille pèse, c'est-à-dire les équidés aussi, mais bon, plus la partie volaille, pèse sur l'évolution de ce chiffre import. Donc c'est la génétique en volaille, c'est la génétique qui est faite sur les pays européens et qui vont envoyer leur génétique sur la France. Donc le solde c'est quand même un point important qu'il faut bien retenir, hein, en progression de 24% sur les 5 dernières années. C'est vraiment quelque chose qui est important de souligner. On a vraiment une dynamique exportation qui est à retenir et à souligner. Alors la structuration des flux est quasiment, on observe en fait une dispersion des flux d'exportation qui sont très importantes. Ça va de 133 pays pour la filière aviaire, 133 pays servis. Donc, imaginez quand FranceAgriMer ou les services de l'État nous disent faites des priorités pays, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas, quand on ferme, ils ne peuvent pas répondre à toutes nos demandes. Des priorités pays, quand on n'a pas un pays qui dépasse 10%, c'est compliqué. Voilà. Et notre réflexion est de dire oublions la priorité. Essayons d'avoir plus de ressources humaines pour répondre plus facilement. Et c'est vrai, ce n'est pas seulement vrai pour la partie aviaire. On voit bien, regardez les semences de bovines, 45 pays pour la génétique porcine. Donc on voit la dispersion énorme de nos exportations. Alors c'est vrai que c'est un atout de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. En cas de crise diplomatique, politique, etc., on a des ressources et on peut, même si un pays va fermer pour une raison, on a des ressources pour aller livrer ailleurs. Le problème, c'est que ça suppose d'avoir encore plus de ressources pour aller nous aider à faire passer les messages et les certificats, etc. En clair, on sait la preuve, on sait faire notre boulot d'exportation. On n'a pas besoin d'aide là-dessus. On est des professionnels, on sait aller vendre, on sait aller montrer que notre génétique, quelle qu'elle soit, diverse, elle a des atouts. Ça, on sait le faire. On n'a pas besoin d'aide de la BPI. On a besoin de ressources vraiment au service de ressources humaines de l'État à notre service pour répondre le plus rapidement possible et ne pas attendre, anticiper, etc. Ils sont tellement coincés dans des goulots d'étranglement qu'ils ne peuvent répondre, on le voit bien, qu'à des situations de crise. Et c'est très compliqué pour avoir une vision claire et anticipée. Donc c'est dommage que le ministre ne soit pas là et n'entende pas ça, parce que c'est quelque chose qui est un leitmotiv et qu'il faut qu'on arrive à porter avec Jean-Luc pour arriver à faire comprendre que c'est très important d'investir dans ces ressources humaines qui, depuis des années maintenant, sont dégraissées comme dans tout au service de l'État et qui, là, on arrive au fond du trou. Il faut vraiment réagir. Alors ça, c'est un tableau intéressant que nous a... je ne vous cache pas, tout ça, c'est Thomas qui a préparé et c'est très intéressant de voir... Regardez un peu, quand on voit la génétique... les animaux vivants et la génétique, l'évolution, la dynamique que ça représente, c'est quasiment les seules flèches vertes qu'on voit. Donc on pourrait s'en réjouir, et je m'en réjouis.
Il y a quelque chose qui me gêne quand même, c'est regarder le carton qu'on prend en viande des produits carnés. Là, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, je vais parler là en termes de génétique aviaire. Je ne peux pas faire le même, et ce sera à Jean-Luc de me dire si on peut faire la même observation pour le reste. Mais quand on voit ça, ça veut dire que notre génétique, elle intéresse énormément. Le problème, c'est qu'on importe de la viande qu'on ne sait pas ou qu'on n'arrive pas économiquement à produire chez nous. En volaille, c'est caractéristique. La diversité génétique de l'aviaire est spectaculaire. On a réussi à créer des sociétés de sélection basées grâce à nos labels rouges. Le premier label 1965. 2 sociétés ont pu développer, sélectionner des souches qui répondent à ce marché-là et qui aujourd'hui intéressent les croissances lentes, toute cette évolution de bien-être animal qui fait qu'on exporte énormément. Le problème, c'est que cette diversité est aussi, comment dire, un danger et un risque. On est confronté à des pays voisins même, je ne parle pas des pays forcément Thaïlande, etc., mais des pays européens qui savent produire de la viande parce qu'ils n'en font qu'une seule catégorie, beaucoup moins cher que nous. Et pour vous dire, en viande de volaille, on importe 45% de ce qu'on consomme en termes de poulet. Et ça, c'est un problème qui dépasse la CTI, hein, c'est pas ça. Mais c'est intéressant de voir que finalement, on est très bon en termes de génétique, on est moins bon quand il s'agit de la production. Alors, je ne sais pas si on peut faire une analogie avec d'autres, c'est moins vrai c'est moins vrai, mais on connaît quand même la partie, je ne sais pas si c'est sur la viande avec l'engraissement qui est fait en Italie, etc. On sait qu'il y a un mouvement, mais c'est moins vrai. Je suis quand même surpris de ce chiffre-là. Et ce serait intéressant qu'on aille, Thomas, qu'on creuse un petit peu plus sur ce qu'il... Il y a peut-être des commentaires à faire là, sur l'analyse que j'ai faite qui ne concerne que la volaille. Voilà pour ce qui est... Donc la génétique animale est une filière très internationalisée, évidemment. On la rencontre partout. Sur la partie française, en fait, on a soit des entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger, mais qui ont des filiales sur le territoire. Pourquoi? Parce que la France est intéressante. La France a un savoir-faire. La France a du terrain, du territoire. Regardez tous les autres pays européens, c'est la croix et la bannière. Le prix de la terre n'a rien à voir, dans certains voisins, en Italie, n'a rien à voir avec le prix de la terre en France. On est sur un territoire où on a encore de l'espace. Ça, c'est clair et ça intéresse, y compris pour la génétique. On a aussi le souci de diversifier, lié aux crises influenza, lié aux crises sanitaires, d'une façon générale, à diversifier de façon à ne pas être coincé le jour où le pays est sous embargo. Donc ça, c'est quelque chose que les sociétés génétiques réfléchissent et pensent. Donc même s'ils sont implantés ou d'origine allemande, par exemple, pour la filière aviaire, ils ont des sites en France qui sont très importants, d'où ils exportent énormément. Et je pense que c'est pareil pour l'ensemble des ressources. On a un autre point qui n'est peut-être pas souligné là, mais qu'on verra peut-être dans les forces et les faiblesses tout à l'heure, c'est qu'en fait, la France est un hub de distribution qui est super intéressant. En termes de logistique, quand on n'est pas gêné par la Covid, hein, qui bloque tous les avions, on a une facilité de service ou de transport vers toutes les destinations du monde. Ça, c'est un vrai atout. On n'a pas réussi, alors là je le cite quand même parce que on n'a pas réussi à mettre en place un animal hôtel, c'est-à-dire une station animalière à Roissy, malgré un travail d'approche qu'on avait fait et puis les crises sanitaires ont fait que ça n'a pas réussi. On en a une à l'importation, mais on n'en a pas à l'exportation. Donc on exporte encore. Un peu, voilà, on prépare nos expéditions dans des halls qui ne devraient pas être ceux qu'on devrait avoir.
contrairement à Francfort, qui a un animal hôtel extraordinaire, ou Amsterdam, qui en a un aussi. Voilà. Donc là, on a un petit retard qu'il faudrait combler, mais les crises, encore une fois, ne nous ont pas aidés pour le faire. Mais ça n'empêche que la distribution et le service qu'on retrouve est très intéressant. Un autre facteur qui est aussi important, c'est nos services sanitaires français ont une reconnaissance internationale vraiment de haute valeur. On fait confiance à la France. Quand un certificat est signé, il n'y a aucun souci, quoi. Donc ça, c'est un vrai atout. Ça conforte un peu les échanges sur le reste. Ensuite, il y a, ce que tu notais, Thomas, et qui est intéressant, c'est l'effet d'entraînement. C'est sûr que la génétique entraîne l'export de tas d'autres services qui sont liés à ce support. Quand on vend de la génétique, c'est un produit en devenir. Donc ce produit en devenir, il faut l'accompagner. Et l'accompagner de la meilleure des façons. Et là-dessus, il y a un gros intérêt justement à être, comment dire, à travailler en groupe, voilà, sur cette activité. Alors ça, c'est un autre facteur qui est très intéressant aussi, c'est que sans génétique, sans exportation, plus de génétique. C'est évident. On ne peut pas imaginer développer une génétique sur un territoire sans l'exportation qui représente un chiffre d'affaires colossal et dont on a besoin finalement pour assurer un développement sur le pays. Donc ça, c'est un point très, très sensible sur lequel on appuie énormément. 54% du chiffre d'affaires, la sélection avicole, et là c'est de la génétique aviaire, hein, je parle, est exportée et réalisée à l'export. Des entreprises de sélection, comme celle d'où je viens, c'est 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand il y a un embargo sur la France, imaginez ce que ça génère comme secousse dans une entreprise. Donc c'est des points sur lesquels on a vraiment besoin de réfléchir. Les opérateurs aquacoles, puisqu'il ne faut pas les oublier aussi, exportent plus de 60% de leur production d'œufs de poisson. Donc c'est colossal en termes de savoir-faire. Donc encore une fois, ce facteur-là d'exportation est clairement un point essentiel pour finalement une souveraineté. Plus on exporte, en clair, c'est clair, hein, plus on exporte, plus on sécurise la production nationale. Alors ce SWOT est intéressant aussi parce qu'il permet de redire un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. En termes de force, maîtrise sanitaire, on l'a dit, c'est clair. Maîtrise sanitaire, que ce soit des professionnels, mais de l'administration qui nous contrôle, qui nous surveille, qui nous suit, voilà. Qualité et performance des produits connus et reconnus. Diversité génétique en termes d'espèces, de population répondant aux demandes. Ça, on en a parlé avec l'exemple du label rouge. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est spectaculaire. Mais je suppose que ça se vit dans toutes les espèces. Et puis la R&D qui est mise en œuvre, on l'a vu sur un certain nombre d'espèces. Et c'est clair que sans cette R&D, on n'avance pas. Faiblesse. Dans les forces, je mettrai aussi le hub dont j'ai parlé aussi, la distribution, la logistique, ça me paraît un point important. Dans les faiblesses, difficultés de recrutement et de transmission, selon les espèces, on a tous ce genre de préoccupation. Et pour vous dire clairement les choses, la société que j'ai dirigée, maintenant c'est un jeune qui a pris en sélection, pourtant spécialisée dans la sélection des labels en France, est détenue aujourd'hui par une entreprise hollandaise qui s'appelle Hendrik Genetics et qui a investi, qui est vraiment spécialisée dans la génétique intrafilière. Elle est dans le porc, elle est dans la dinde, etc., dans la ponte. Et pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous adosser à une structure plus importante qui nous permet d'avoir des sites au Canada, au Brésil, pour pouvoir justement éviter les embargos. Voilà, quand on a 80% du chiffre d'affaires sur une entreprise, on ne peut pas. Voilà. Donc ça a été une des faiblesses, effectivement, de
de quelque chose finalement qu'on perd sur la nation. Capacité d'investissement, ça c'est clair. Dispersion des marchés pour négociations sanitaires. Alors ça, c'est une faiblesse. Ça pourrait être aussi une force parce que effectivement, quand il y a un problème politique, eh ben, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Par contre, c'est une faiblesse au niveau administratif parce que ça suppose une flexibilité qui est difficile à avoir. Opportunité, donc internationalisation des entreprises, ça c'est évident. Grâce à cette évolution, la génétique peut être présente beaucoup plus et de façon beaucoup plus prégnante au niveau de l'international. Développement de la demande de produits alternatifs, résistance sanitaire, adaptation climatique. Ça, c'est vrai pour l'ensemble des espèces. C'est vrai avec l'exemple que je vous ai cité sur les croissances lentes. Pour vous citer un exemple quand même, c'est pas piquer des vers. Les Pays-Bas ont interdit une croissance, alors c'est de plus de 50, ça va vous parler un peu, les jeunes, là, il faut que vous rentrez un peu ces termes dans 50 grammes de GMQ. GMQ, c'est le gain moyen quotidien. Un poulet standard, c'est 65. C'est-à-dire que chaque jour de sa vie, là, il faut 35 jours pour faire un poulet maintenant de 2,2 kg, c'est du 65 grammes de GMQ. Eh bien, les Pays-Bas ont fixé, ce n'est pas les consommateurs, la pression des consommateurs, mais c'est les distributeurs, ont exigé que ce soit pas plus de 50. Ah, mais comment on fait quoi? Eh bien, c'est la génétique à croissance lente que la France avait développée qui a permis de répondre à ça. Il n'y a pas d'autre réponse au monde que c'est la génétique française qui maintenant est passée entre les mains d'un allemand, l'autre hollandais, mais en tout cas, c'est l'origine des labels qui a permis de satisfaire cette réponse. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir que la force et l'opportunité de la génétique française est intéressante. Et puis bien sûr les nouvelles espèces avec les insectes qui arrivent très fort, hein, avec une sélection qui va être qui est présente au niveau du CISAF et qui va être une évolution évidente dans les années à venir. Menaces, crise sanitaire à répétition, on connaît ça, influenza, FCO, tuberculose, fièvre porcine africaine. En fait, on n'arrête pas de plus on mondialise, on va dire, plus on prend ce risque-là. C'est une évidence liée à l'évolution des transports, des mouvements. On met beaucoup de pression sur la faune sauvage, mais on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est des erreurs humaines ou des échanges commerciaux qui vont générer ce genre de choses. Durcissement, les normes et standards bien-être animal, ça c'est un vrai souci dans le transport, avec des contraintes qui vont être vraiment à anticiper pour nous, à réfléchir. Ça va être la mise en cause de l'élevage, c'est en permanence. C'est une façon très... J'étais à une conférence de l'AVEC, qui est l'association européenne des viandes de volaille, sur lequel une personne de Greenpeace venait nous parler de l'évolution et de ce qu'ils voyaient. Ils appellent la viande synthétique, alors qu'on l'appelle la viande synthétique, et elle sait la viande synthétique, la clean meat. Le langage, la façon de commencer à rentrer ce langage est incroyable, quoi. La viande propre, mais elle n'a rien de propre. Quand on sait ce qu'il faut pour la produire, etc., elle n'a rien de propre. Par contre, la façon qu'ils ont de la porter est vraiment... ils sont meilleurs que nous en termes de communication, c'est évident. Et il faut qu'on arrive, nous, et je pense que la CTI, c'est son rôle aussi, d'aller proposer un travail de réflexion sur la façon de communiquer sur nos produits, quoi. Et de ne pas se laisser... dépassé par ce genre de trucs. J'ai trouvé ça incroyable. Clean meat. Ne le retenez pas, hein, mais bon. Et l'interdiction de nouvelles technologies d'amélioration, ça c'est aussi un point important. Ouais, tiens, ben là je peux en parler. En ce moment, on est en vraie réflexion avec le ministère sur l'interdiction de l'élimination des poussins mâles pour la ponte. Alors pour faire schématique, on a tellement sélectionné qu'on a fait des animaux qui transforment ce qu'ils consomment en œufs. C'est vraiment des Formule 1 de la production d'œufs. Et de l'autre côté, tout ce qui transforme en chair. Donc c'est vraiment le poulet
la sélection s'est divergée complètement et il reste donc cette volaille traditionnelle qui quand même reste grâce au label. Et bien sur l'œuf, le mâle, on ne sait pas quoi en faire. Le mâle, c'est des os, il y a très peu de viande, de la peau, des plumes, donc c'est compliqué d'imaginer de le garder. Donc, et c'est vrai que ça a toujours été éliminé depuis maintenant des années dans la filière ponte. Et là, l'interdiction va apparaître en janvier 2022. On n'a pas de solution sur les souches qui ne sont pas sexables par la couleur. Pour faire simple, les œufs roux que vous achetez, ça vient de poules rousses. Et il se trouve que son frère, il est blanc. Donc dans l'œuf, on arrive à voir la petite plume rousse à 13 jours, exactement, il faut 21 jours pour incuber. À 13 jours, on arrive à voir la petite plume rousse de la femelle et le blanc pour le mâle. Donc on sait éliminer à 13 jours des embryons, effectivement ce sont des embryons, et qui vont être évacués. Sur le blanc, la poule blanche, elle est intéressante, très intéressante, parce qu'elle produit des œufs un petit peu moins chers que la rousse, donc très intéressante pour les transformateurs. Les transformateurs utilisent, on a à peu près 15% de notre production en France qui est faite avec de la blanche. Vous ne trouvez pas d'œuf blanc sur le marché. En coquille, l'œuf coquille, il n'est pas blanc, il est roux. En France, le blanc, il sert pour l'industrie, en quelque sorte. Dans d'autres pays, là, en Allemagne, par exemple, le blanc, c'est 60% et le roux, c'est 40%. Eh bien, le blanc, c'est beaucoup plus compliqué à sexer. Et là, il faut, voilà, ça reste sur des critères très, je veux dire, presque de laboratoire. On fait un petit trou dans l'œuf, on prend le liquide allantoïde et on vérifie avec un précipité pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, le taux d'hormones étant mesuré à ce moment-là, à partir de 9 jours, ou alors c'est par PCR. Imaginez le travail. Ça coûte 3,50 € pour une poulette qui, elle, coûte 70 centimes. Donc ça fait, il va falloir financer tout ça. Mais on aurait une méthode qui existe, qui a été mise au point par les Israéliens, qui permet d'identifier à la ponte, avec un système de fluorescence, des œufs, mais c'est des OGM, hein, des œufs colorés qui deviennent bleus pour les mâles. On les fout en l'air et on en fait de la casse, etc. Et les femelles sont, les œufs de femelles sont roses. Donc mais c'est vraiment ça. Mais c'est spectaculaire, mais voilà. Donc imaginez, le problème c'est que ça, c'est un gène qu'on fixe par génie génétique sur la femelle qui est porteuse de la différenciation sexuelle chez les oiseaux et qui fait que c'est possible. Évidemment que ce serait intéressant de faire ça plutôt que des embryons, parce qu'à 13 jours, on a toujours la crainte que ceux qui étaient au-dessus, là, les mises en cause de l'élevage, nous disent « mais attendez, c'est un embryon, à quel moment il ressent de la douleur, etc. » Donc on travaille avec l'INRA justement et l'ITAVI pour essayer d'élaborer un plan qui puisse vérifier que la nociception c'est la façon de ressentir la douleur, soit réfléchie et conçue. C'est-à-dire que les nerfs sont présents à partir de 6 jours, mais on pense que le cerveau ne peut pas analyser la douleur avant 17 jours. Voilà. Tout ça, il va falloir le prouver. C'est très complexe. Évidemment que si on avait accès à des technologies, et je ne suis pas pour du tout, hein, je ne suis pas pour du tout, mais c'est ce genre de choses qui sont, c'est un exemple entre autres. Donc la génétique animale est un pôle d'excellence français de classe mondiale, c'est sûr. Elle contribue très nettement au solde du commerce extérieur, on l'a vu. Elle est capable, par sa diversité, on a vu les forces de la diversité, on a vu aussi ses faiblesses, sa capacité de R&D, son réseau d'entreprises et d'éleveurs de jouer un rôle positif dans la nécessaire adaptation de l'élevage aux nouvelles demandes sociétales et environnementales. Ça, c'est sûr. Et c'est vraiment un des points forts de la génétique française. Néanmoins, elle est toujours à la merci d'épées de Damoclès sanitaires, ça on le sait, et réglementaires, qui nécessitent une attention, une vigilance de tous les instants, mais qui nécessitent surtout pour moi qu'on soit beaucoup plus fort au niveau des services de l'État pour pouvoir y répondre. Quand ils ont à gérer 2 crises comme ça arrive, et malheureusement on le voit, c'est comment demander à des gens qui bossent, en plus on les connaît, ils sont là le matin et puis les réunions se terminent à 10h du soir ou 11h. Donc c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'ils sont débordés, quoi. Ils sont clairement débordés. Donc il y a un appel à faire au niveau je pense, de la CTI là-dessus. Voilà, c'était un petit résumé sur l'export.